Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ce n'est malheureusement pas le cas des belugas, les mammifères marins les plus connus des Québécois sans doute, avec leurs robes blanches et leurs chants si caractéristiques. Nous avons décidé de faire une nouvelle émission pour vous parler de la santé des belugas en raison de nouvelles menaces qui pèsent sur eux. Tout d'abord, un nouveau port minier québécois serait construit sur la rive nord de la rivière Saguenay. Ottawa a donné son approbation à la compagnie Ariane Phosphate d'aller de l'avant avec ce projet. Cela risque d'augmenter le trafic maritime dans le parc marin du Saguenay. L'ajout de nouveaux navires dans une zone d'habitat protégé des mammifères marins augmente la vulnérabilité des belugas face au bruit et au dérangement. Une autre menace pèse aussi sur la santé des belugas. Des chercheurs viennent d'annoncer qu'ils ont découvert que de nombreux spécimens étaient porteurs de la toxoplasmose, une maladie infectieuse causée par un parasite dont nos chats sont porteurs. Avec l'augmentation du nombre de chats domestiques, le nombre d'animaux malades risque encore de croître. On compte moins de 900 individus dans le Saint-Laurent, soit 10 fois moins qu'au début du XXe siècle. Les belugas sont actuellement classés en voie de disparition selon la loi canadienne sur les espèces en péril. Que pouvons-nous faire contre ces nouvelles menaces sur la santé des belugas ? Restez à l'écoute. Pour parler des menaces qui pèsent sur les belugas, nous avons avec nous Daniel Martineau, qui détient un doctorat en pathologie vétérinaire de l'Université de Cornell, qui a été professeur durant 25 ans à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour, madame. Nous avons aussi Robert Michaud, président et directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, le GREM. Bonjour. Bien, bonjour. Donc, au moment où nous nous parlons, comment se portent les différentes populations de belugas? Bien, il y a des belugas partout autour du cercle polaire. Leur habitat est limité aux eaux arctiques. Et il y a quelques populations de belugas qu'on retrouve plus au sud, comme les belugas du Saint-Laurent. Alors, tous les belugas qui se retrouvent au sud, à la limite septentrionale de la distribution mondiale des belugas, sont en contact avec les activités humaines de façon beaucoup plus soutenue et malheureusement, ils s'en tirent pas très bien. Les belugas du Saint-Laurent sont en voie de disparition. Les belugas du golfe de Cook au sud de l'Alaska sont également en voie de disparition. Et les belugas de la mer d'Okhotsk, leur situation est un peu moins bien connue, mais on soupçonne qu'il y a quelques difficultés. Autrement, dans les populations du Nord, il y en a certaines qui se portent très bien, d'autres qui ont été surexploitées et qui sont sur le seuil de l'extinction aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'œils qui regardent ce qui se passe dans le Nord, dans l'Arctique, des habitats qui étaient purs, qui étaient non modifiés par l'activité humaine, qu'on ouvre graduellement à l'activité humaine, soit par le transport, en ouvrant le passage du Nord-Ouest, on entrevoit une augmentation du trafic maritime, mais aussi par les activités minières, les explorations pétrolières pour les hydrocarbures dans l'Arctique pourraient changer la donne pour les quelques grandes populations de belugas qui se portent encore très bien aujourd'hui. Oui, quand on parle population, on parle de combien d'individus par exemple? Bien, il y a près d'une vingtaine de stocks ou populations selon le langage de gestionnaire ou de biologiste qu'on utilisera, et certaines comptent quelques dizaines de milliers d'individus. Dans le détroit de la Grande Baie de Mackenzie, dans le nord du Canada, il y a une population qui est très grande. On parle de plusieurs dizaines de milliers de belugas. Dans la région de Churchill, au Manitoba, dans l'ouest de la baie d'Hudson, une population qui pourrait compter jusqu'à 50 000 belugas. Alors, il y a des populations qui se portent bien, dont les changements climatiques ne menacent pas à court terme l'habitat, mais d'autres populations, elles, sont soumises à un ensemble de stress. Alors, comme toutes les espèces de la planète, les belugas, leur habitat a été largement modifié par les humains. Et là, il y a une espèce de loterie. Certaines s'en sortent beaucoup mieux que d'autres, malheureusement. Oui. Ottawa a donné son feu vert pour la construction d'un nouveau port minier dans une région où les belugas se nourrissent et se reproduisent. Quel effet cette augmentation du trafic maritime dans cette zone sensible du Saguenay aura sur la population du Saint-Laurent, là?
Mais il est difficile de prédire l'effet exact. C'est sûr que les inquiétudes sont réelles, sont importantes. On sait que le dérangement, l'augmentation du bruit ambiant chez les belugas, entre autres, mais chez les mammifères marins en général, sont un facteur qui augmente le stress, qui modifie le comportement. Et dans la situation des populations en voie de disparition qui sont impactées par un ensemble de facteurs, ajouter des nouveaux stress, c'est très inquiétant. Ce qui est le plus inquiétant, c'est, à mon avis, c'est d'accepter ce projet-là avant qu'on évalue l'impact de l'ensemble des projets de développement maritime dans le Saint-Laurent, parce que ce projet-là est un des nombreux projets qui modifieront l'habitat des belugas au cours des 10-20 prochaines années, pas seulement dans le Saguenay. Le Saguenay est ciblé par plusieurs autres projets que celui en Rive-Nord pour accueillir les activités d'Ariane Phosphate. Il y a d'autres projets en Rive-Sud du Saguenay, mais ces projets-là aussi s'ajouteront à d'autres projets pour augmenter l'activité au port de Québec, par exemple, le Contrecœur, Montréal, tous ces bateaux-là qui pourraient s'ajouter à la flotte actuelle transiteront dans l'habitat essentiel du beluga, modifiant considérablement leur environnement. Et là, notre capacité à prédire l'impact cumulatif de tout ça, il est limité, mais c'est sûr que tous les voyants sont au rouge pour ça. Oui, justement, il y a un projet de recherche de l'Université du Québec en Outaouais qui vise à modéliser le trafic maritime et les déplacements des mammifères marins dans l'estuaire. Est-ce qu'on est capable justement de les suivre? Est-ce qu'ils se déplacent beaucoup? Les belugas, les Saint-Laurent, contrairement à quelques autres populations qui vivent dans le Grand Nord, ne sont pas des grands migrateurs. Ils se déplacent à l'automne pour leurs aires d'hivernage à quelques centaines de kilomètres vers l'embouchure du golfe Saint-Laurent. Par contre, en été, ils reviennent dans un tout petit secteur. Ils sont distribués sur un segment d'à peu près 200 kilomètres et on connaît assez bien les déplacements des belugas dans ce secteur-là. Assez bien pour nourrir l'approche de simulateurs qui est déjà commencée par le docteur Clément Chion à l'Université du Québec en Outaouais, pour nourrir un simulateur très réaliste qui pourrait représenter les déplacements non seulement des belugas dans leur ensemble, mais de certains individus. Tous les belugas sont pas égaux. Il y a des communautés distinctes dans la population des belugas. Les belugas de la rive sud ne fréquentent pas ou peu les belugas de la rive nord, par exemple. Et le modèle de simulation que le Dr Chion est en train de développer va pouvoir représenter ça. Alors, ça sera une bonne plateforme pour tester l'impact de différents scénarios d'augmentation du trafic maritime qui sera relative aux différents projets sur l'ensemble du territoire. Et c'est pour ça que nous, on déplore que les projets soient acceptés un à la pièce plutôt qu'on regarde l'ensemble des projets de développement maritime au Québec, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a une stratégie maritime qui a été lancée. Je pense qu'on a besoin d'un peu de recul si on veut garder les belugas dans le Saint-Laurent. Si cette équation-là, c'est-à-dire la protection d'une espèce en voie de disparition, si cette équation-là pèse dans la balance, bien, on a besoin d'un peu de patience pour se doter des bons outils pour trouver la bonne solution de cohabitation. Oui, le nombre de carcasses de belugas est en augmentation. On en trouve un peu plus. Monsieur Martineau, moi, j'aimerais beaucoup revenir sur plusieurs choses. C'est d'abord, quand j'ai commencé en 1982 à travailler sur les belugas, on avait des comptages très contradictoires sur la population dans le Saint-Laurent. Ça a pris environ 25 ans avant que les méthodes de comptage s'améliorent, puis maintenant, il paraît que c'est plus précis, quoiqu'il y a encore beaucoup d'imprécisions. Alors, quand Robert parle de 70 000, parce que c'est ce que j'avais lu moi aussi dans l'article, comme nombre de belugas, j'aimerais savoir, moi, quels efforts ont été mis pour avoir un compte précis, si les mêmes méthodes qui ont pris 30 ans pour être améliorées dans le Saint-Laurent ont été appliquées aussi dans l'article. Alors, avant de dire que dans l'article, il y en a 70 000, il faudrait tempérer ça. Il y a beaucoup des incertitudes, finalement, certaines incertitudes. Oui. D'autre part, l'impact acoustique chez les cétacés dans le Saint-Laurent, c'est connu depuis à peu près 25-30 ans. Or, dès la création du parc marin, il y a eu une industrie d'observation aux baleines très, très intense. Il y a, au dernier compte que j'avais, moi, Robert me corrigera sur ça, mais on parlait de 42 embarcations.
dont beaucoup de zodiacs avec d'immenses hors-bords. Et c'est un bruit incroyable. N'importe qui a fait de la plongée sous-marine, c'est le bruit qu'un hors-bord fait sous l'eau. On sait depuis maintenant 30 ans que ces animaux-là, les cétacés, leur monde entier dépend de l'acoustique. Autant nous, c'est la vision qui détermine notre reproduction, notre alimentation, nos contacts sociaux, le soin des petits. Autant c'est le monde acoustique sur lequel se fient ces animaux-là. Depuis toutes les études qui ont été faites un peu partout dans le monde, on sait très bien le dommage que ça fait à ces animaux-là. Il n'y a pas de mesures qui ont été prises à part de limiter le nombre de bateaux. À un moment donné, on a limité le nombre de permis dédiés à l'observation des baleines. Il y a 2 ans, la directrice du parc, je lui parlais au téléphone, elle me dit qu'à la baie Sainte-Marguerite, elle a vu des sea-doo, là, qu'on appelle les scooters aquatiques. Là. Elle me dit en ces mots, on les a vus sauter sur les dos des belugas. Elle les a vus, en fait, elle-même. Alors, moi, la mâchoire m'avait descendu parce que, d'une part, je ne savais pas que ces choses-là se passaient. Il faut savoir que la baie Sainte-Marguerite est un endroit névralgique pour les belugas. Ils amènent leurs petits. C'est des eaux peu profondes. Ils sont à peu près captifs dans cette petite baie-là. Et puis, d'autre part, elle l'avait vu elle-même. Elle est la directrice du parc. Elle n'était pas intervenue. J'étais sidéré parce que moi, j'ai travaillé sur la santé des belugas. Je prenais pour acquis que les bases étaient bien là. Et je me suis aperçu que 32 ans plus tard, ce que je pensais pour acquis dans un parc marin, il faut dire que c'est le premier parc marin au Canada qui a été créé là, que les précautions de base ne soient pas appliquées. Alors moi, ce que j'aime bien comparer, c'est qu'un peu la même chose que si on avait le parc Kruger en Afrique et on permettait aux Jeeps de circuler autour des lions à 40 000 à l'heure, on aurait un scandale international. Or, c'est la même chose qui se passe dans ce parc-là depuis 30 ans, sauf que les lions, les belugas, on ne les voit pas, ils sont sous l'eau. Les Jeeps, vous aurez compris, ce sont les zodiacs. Il n'y a pas de mesures concrètes qui se sont faites en 30 ans et on sait depuis longtemps l'impact du bruit sous-marin sur les cétacés. Donc, parlons de la santé des belugas. Quand vous trouvez justement un beluga mort qui a été échoué, qu'est-ce que vous constatez finalement? On a trouvé des maladies infectieuses dues à des bactéries qui, chez d'autres animaux, y compris l'humain, seraient chez un animal ou un humain qui serait immunosuppressé, qui aurait le système immunitaire un peu affaibli. On a trouvé d'autre part des contaminants qui sont connus pour affaiblir le système immunitaire chez tous les animaux chez lesquels ils ont été testés. Évidemment, la trouvaille qui m'a le plus intéressé personnellement, ça a été le nombre de cancers qu'on a trouvé chez les belugas. Premier cancer trouvé en 1983, le cancer de la vessie. Depuis ce temps-là, on a trouvé des cancers du système digestif. 8, ça paraît pas beaucoup, mais c'était des cancers de l'estomac et de l'intestin qui est proche de l'estomac. Ces cancers-là sont rares chez à peu près tous les animaux et chez l'humain aussi. Je parle de l'intestin qui est près de l'estomac, pas celui qui est loin de l'estomac. Ça, c'est un des cancers les plus communs chez l'humain. Et on a soupçonné dès le départ que c'était les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont des composés produits par la combustion de n'importe quoi qui contient du carbone. J'ai nommé le tabac. J'ai nommé les industries métallurgiques qui consomment des immenses anodes qui sont pleines de carbone. Et dans les alumineries du Saguenay, à ce moment-là, 1983, il y avait beaucoup de cancers chez les travailleurs de l'aluminium. Cancer de la vessie, que des épidémiologistes de McGill ont relié certainement à l'exposition aux mêmes composés. Alors moi, à ce moment-là, j'étais un peu plus jeune que maintenant, j'étais bien excité, c'était mon sujet de maîtrise. Puis, on a trouvé des HAP dans les belugas du Saint-Laurent. Et tout récemment, cette année, on a publié un article avec l'aide de Robert. On a trouvé des HAP dans l'intestin des belugas du Saint-Laurent. On n'a pas trouvé dans les belugas élevés dans des aquariums qui n'ont pas été exposés au HAP. Et à notre grande surprise, on a trouvé chez des belugas du golfe de Cook. Et quand je dis surpris, j'étais surpris parce que ces animaux-là, pour nous, étaient des témoins, c'est-à-dire des animaux qui venaient de l'Arctique et donc qui ne seraient pas exposés au HAP. Je m'en vais sur Wikipédia, je regarde Alaska, Cook Inlet.
l'Alaska, à ma grande surprise, l'économie de l'Alaska est basée sur l'exploitation pétrolifère. Et tout ça a commencé dans Cook Inlet. Cook Inlet est traversé par des pipelines, il y a des plateformes de forage et il y a du transport maritime. Tout ce dont on rêve ici de transformer le golfe Saint-Laurent. Alors, ça nous donne une idée de ce qui peut arriver au beluga du Saint-Laurent si on se met à forer pour l'exploitation du pétrole. La source de HAP qu'on a trouvée présentement, c'est les alumineries du Saguenay. Dans les années 80, faut savoir que l'aluminium a commencé à être produite dans le Saguenay en 1926. De 1926 à 1976, tous les HAP dégagés par les usines étaient versés littéralement sous forme liquide dans le Saguenay. Et ça s'est ramassé dans le fond, dans les sédiments sous haute concentration. Les belugas sont parmi les rares baleines à manger des vers dans les sédiments. Ces vers-là sont contaminés par les HAP, d'où la contamination des belugas par les HAP. Oui. Monsieur Michaud, est-ce qu'on rencontre beaucoup plus de carcasses de belugas, des belugas échoués qu'avant? Non, mais c'est difficile à interpréter ce nombre-là de carcasses. Le nombre de carcasses qu'on recueille depuis le début des années 80 est relativement stable. Ça varie d'une année à l'autre, mais c'est en moyenne autour de 15-18. Il y a des années où on aura eu 22, 23. Mais ce qui est très intéressant, c'est grâce au programme que Daniel Martineau et ses successeurs ont mis en place, le suivi de la pathologie, l'examen détaillé de chacune de ces carcasses-là, c'est plus le suivi de, par exemple, l'âge des animaux qu'on retrouve morts, leur sexe, mais aussi leur maladie. Par exemple, Daniel nous a parlé du cancer qui nous a inquiété beaucoup, qui est une démonstration vraiment importante du lien entre la santé des animaux et nos activités humaines. Ce lien-là, Daniel l'avait soupçonné au début, puis la suite du projet de recherche sur 35 ans en fait une démonstration très claire. Mais l'évolution, grâce au suivi qu'on a mis en place à chaque année, aussi nous amène des enseignements très intéressants. Ces cancers-là, qui ont emporté un grand nombre d'adultes dans les années précédentes, semblent être en déclin, un déclin important. Puis si on regarde qui est mort de cancer, c'est aussi un enseignement très intéressant. Les animaux qui sont morts de cancer, qui ont été examinés par Daniel et son équipe, sont des animaux qui ont vécu pendant la période où il y avait des concentrations extrêmement importantes de CHAP dans l'écosystème. Les animaux qui sont nés après cette période-là, c'est-à-dire après la fin des années 70, jusqu'à présent, aucun n'a été retrouvé avec un cancer de l'intestin comme Daniel nous a expliqué. Alors, de ça, il y a un bel enseignement, c'est-à-dire nos activités ont un impact. Quand on améliore nos pratiques, on peut faire réduire cet impact-là. Les cancers ne semblent plus être une cause de mortalité importante chez les belugas du Saint-Laurent, mais l'alerte que Daniel nous envoie est très importante. C'est-à-dire que si nous, comme les Américains en Alaska, dans le golfe de Cook, si nous se lancions dans l'aventure pétrolière, comme plusieurs en rêvent encore aujourd'hui, et c'est malheureux, si on se lançait dans cette aventure-là, bien, il n'y a pas juste les enjeux climatiques qui sont probablement les plus importants, mais il y aura des enjeux également pour la faune aquatique du golfe Saint-Laurent, en particulier pour les animaux qui y résident à l'année, comme les belugas. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Monsieur Martineau, il y a aussi une menace qui est la toxoplasmose. Comment ça se fait que notre influence, lorsqu'on a des chats domestiques à la maison, arrive jusque dans le fleuve et affecte les belugas? Oui, nous, on avait rapporté les premiers cas en 2000. J'avais publié un article avec mes collaborateurs à Saint-Hyacinthe sur les premiers cas de toxoplasmose chez les belugas du Saint-Laurent. Puis à ce moment-là, je me disais, wow, je doutais que ça venait des chats, même si la toxoplasmose est bien connue pour venir des chats. Je me disais, la vie a commencé dans les océans. Il y a bien des choses qu'on ne connaît pas sur les micro-organismes dans les océans. Toxoplasmose doit exister depuis des centaines de millions d'années. Ça se pourrait-tu qu'on ait de la toxoplasmose dans des organismes aquatiques, puis qu'il y ait un cycle aquatique.
Puis, 3 ans plus tard, on trouve, des chercheurs américains trouvent chez les loutres sur la côte ouest américaine que le tiers des loutres meurent de toxoplasma. Et ils produisent des cartes où on montre la densité de chats sur les côtes. Puis on montre qu'il y a une coïncidence entre les carcasses de loutres mortes de toxoplasma puis le nombre de chats qu'on garde. Puis là, je me suis dit, wow, ça se pourrait finalement que ça soit dû aux chats, peut-être, dans le Saguenay. On a publié encore d'autres animaux qui ont d'autres belugas qui ont de la toxoplasma. L'article est sorti tout récemment. C'est mon successeur Stéphane Lair qui a publié ça. Puis il y a eu du séquençage de fait. Séquençage, on séquence l'ADN de ces protozoaires-là, des toxoplasmas. Puis ça prouve bien que c'est de Toxoplasma gondii qui est chez le chat. Alors, 2 semaines avant, je vois sur le site de Radio-Canada que les eaux usées de Tadoussac, il n'y a aucun traitement, que les eaux usées de Sainte-Rose-du-Nord et de plusieurs autres municipalités. Et là, moi, je me suis dit, wow, est-ce que ça se pourrait qu'il y a des gens qui mettent leur litière dans les toilettes puis que ça aille directement dans le fleuve? Alors, c'est possible. On ne sait pas trop exactement. Ce que je sais, par contre, c'est que c'est un scandale qu'en 2018, qu'on a des infrastructures, qu'on n'a pas d'infrastructures, que ça se compare au monde en développement, qu'on envoie des eaux usées de près de quoi l'été à Tadoussac, il doit y avoir 400 000 à 500 000 touristes qui se suivent là, qu'on tombe ça directement dans les eaux du premier parc marin au Canada, duquel on se vante beaucoup. Pour moi, ça m'apparaît complètement aberrant. Oui, puis vous avez raison de le souligner, puis c'est pas parce qu'on n'a pas les moyens de faire ça. Technologiquement, on comprend que traiter des eaux usées, c'est quelque chose qu'on a réglé il y a longtemps, c'est quelque chose qui est possible. C'est des choix de société. C'est malheureux qu'on n'attribue pas les efforts nécessaires à faire ça. Et sur le point de vue de la santé de l'écosystème, ça a possiblement un impact, mais aussi sur le message que ça envoie à tous ces visiteurs-là, à tous ces gens qu'on invite de par le monde à venir fréquenter l'estuaire, à avoir une expérience particulière, quand ils réalisent qu'effectivement, dans plusieurs des municipalités, on rejette nos eaux usées, il y a une réaction qui est très, très, très forte, c'est comme celle que Daniel exprime. Il y a plusieurs raisons de mettre de l'avant ça, mais ça nous rappelle que collectivement, il y a plein de choix qu'on n'a pas encore faits. Et les animaux avec lesquels on partage le Saint-Laurent en font les frais à tous les jours. Il y a des efforts qui sont en cours. Daniel parlait du dérangement par la flottille de bateaux d'excursion, puis on devrait parler de la flotte parce qu'elle est importante. Et ça a pris beaucoup de temps avant que des gestes concrets soient faits. La baie Sainte-Marguerite, dont Daniel nous parlait tout à l'heure, fait l'objet d'un nouveau règlement cette année. Pour la première année, elle est fermée à la navigation par les petites embarcations. Il y a 2 autres habitats qui font l'objet d'un examen et peut-être de mesures à venir pour exclure également la navigation de ces secteurs-là. C'est des gains. Est-ce que ce sera assez pour freiner le déclin de la population des belugas? Je ne sais pas. Je décide d'être volontairement optimiste pour continuer à travailler pour améliorer la situation. C'est clair que nos réactions sont un peu pathétiques, dans le sens qu'on ne réagit pas fort, pas fortement, pas assez brusquement aux nombreuses alertes qui nous ont été lancées par les travaux comme ceux du docteur Martineau et son équipe au début des années 80. Ça prend des fois des décennies avant qu'on entende le message. Mais il y a des gestes qui sont posés, mais peut-être pas suffisamment. Puis vous me demandiez tout à l'heure une question sur l'évolution des mortalités chez les belugas. Je voulais revenir sur un élément très, très spectaculaire et probablement celui, moi, qui m'inquiète le plus aujourd'hui. Et peut-être qu'il y a un lien, justement, avec le dérangement et la présence des petites embarcations dont Daniel s'inquiète. C'est l'augmentation de la mortalité chez les nouveau-nés. En fait, la mortalité néonatale en général, la mortalité chez les nouveau-nés belugas, mais aussi chez les femelles enceintes qui sont sur le point de donner naissance. Ça, au début des années 80-90, quand Daniel et le docteur Bélan ont lancé le programme, on trouvait relativement peu de nouveau-nés échoués ou à la dérive sur les rives du Saint-Laurent. On retrouvait peu de femelles qui mouraient, comme on pourrait dire, en couche, c'est-à-dire juste avant, pendant ou après avoir donné naissance.
Et ces deux types de mortalité chez les femelles enceintes et chez les nouveau-nés ont augmenté de 7 à partir du début des années 2010. Une augmentation très soudaine et qui est maintenue. Et on cherche encore des explications pour cette augmentation-là. Il y a plusieurs possibilités. Les nouveaux contaminants à base de brome sont possiblement à la source de cette augmentation-là. Les changements climatiques, les difficultés pour les femelles à trouver les meilleures sources d'alimentation au printemps. Il y a certains stocks de poissons qui se sont effondrés et peut-être que les femelles sont pas assez en bonne condition au printemps lorsqu'arrive le temps de la mise bas et ils n'arrivent pas à compléter le cycle. Mais le dérangement par les embarcations pourrait être également mis en cause. Alors, il y a des choses qui se sont améliorées. On a réussi à faire disparaître une certaine proportion des HAP qui étaient responsables d'une grande partie des cancers observés chez les belugas. C'est une très bonne nouvelle. Il y a des mesures en place pour réduire l'intensité du dérangement chez les belugas, entre autres dans les habitats les plus sensibles. Mais malgré ça, la population des belugas est de nouveau en déclin, un déclin d'à peu près 1,5 % par année. Malgré ça, on a observé au cours des 8 dernières années une augmentation fulgurante de la mortalité chez les nouveau-nés et les femelles enceintes. Et nos options pour freiner ce déclin, pour freiner cette mortalité-là ou la renverser sont assez limitées. Alors, on a énormément de travail à faire et est-ce qu'on aura la volonté de faire les gestes? Daniel avait bien raison de souligner que dans le parc marin, il y a encore plusieurs municipalités qui n'ont pas commencé à traiter leurs eaux usées ou bien très minimalement. Ça, c'est pas de la grande technologie. Ça, on n'a pas besoin d'être capable d'aller sur Mars pour faire ça. Ce n'est qu'une question de volonté. Alors, si on veut garder dans le Saint-Laurent des belugas, il y a des choix importants qu'on aura à faire. Maintenir la recherche, le programme que Daniel Martineau avec Pierre Bélan ont lancé au début des années 80 est un très, très bel exemple de la puissance de la recherche à long terme. Il y a énormément de signaux qui nous sont venus de ce programme de recherche à long terme qui nous aide aujourd'hui à orienter nos actions. Maintenant, je pense que c'est la volonté qui est le facteur le plus limitant dans l'évolution de notre histoire de cohabitation avec les belugas. Est-ce qu'on aura une assez grande volonté? Donc, merci beaucoup. Encore beaucoup de choses à faire. Donc, on était en compagnie de Robert Michaud, président et directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, et aussi Daniel Martineau, pathologiste, vétérinaire, chercheur de la faculté vétérinaire de Montréal, aujourd'hui à la retraite, mais toujours passionné, on le sent. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la réalisation de l'émission, la recherche et le micro, Isabelle Burguin. Si vous voulez réécouter cette émission, nous avons des rediffusions à l'antenne de Radio VM. Vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et bien sûr, si vous l'avez aimé, partagez-la. À la semaine prochaine. Jing Jiahua est un chercheur typique